Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. En matière d'IA, il est peu dire que les scénarios d'anticipation ont tendance à se planter. En 2013, la célèbre étude de Frey et Osborne prévoyait que 47% des emplois américains étaient menacés par l'informatisation. Verdict, 4 ans plus tard, 38% des métiers qu'ils avaient identifiés comme à très haute probabilité d'informatisation ont vu leurs emplois progresser plus vite que la moyenne. Rebelote en 2017, une étude de MarketWatch cette fois-ci prédit alors que le nombre d'ouvriers passerait de 1 million à seulement 50 000 aux États-Unis en l'espace de seulement 10 à 20 ans. Or, aujourd'hui, on le sait maintenant, ce sont précisément ces métiers ouvriers qui semblent le moins impactés par les avancées de l'IA. Selon le MIT, nous serions carrément confrontés à une hystérie sur l'avenir de l'IA, une hystérie quant à sa puissance, sa rapidité et son impact sur l'emploi. Pourtant, c'est un fait, nous vivons bel et bien dans une époque d'accélération et d'incertitude toujours plus grande. Alors, comment dans ce contexte peut-on encore s'exercer à anticiper le futur ? La prospective a-t-elle encore du sens ? Et si oui, comment bien la pratiquer ? Pour tenter de comprendre comment nous travaillerons demain, je suis aujourd'hui accompagnée d'Isabelle Gir, chargée de prospective au sein de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, Marc Malenfer, chargé de veille et prospective au sein de l'INRS, l'organisme de référence en matière de santé au travail et de prévention des risques professionnels, et Jean Condé, chercheur associé à Matrice et auteur du premier rapport du Laboria sur l'usage de l'IA dans les entreprises. Bonjour à tous les trois et bienvenue dans Laboria, le podcast qui explore les impacts de l'IA sur le travail. Alors, pour rebondir sur l'introduction et pour commencer, j'aimerais bien savoir et essayer de comprendre comment ça se fait qu'on se soit toujours à ce point planté par le passé quand on a essayé de comprendre et anticiper le futur. Pourquoi est-ce qu'on a cette impression finalement que les chiffres bougent tout le temps, Jean ? Déjà, c'est pas une impression. Les chiffres évoluent effectivement beaucoup. Ils représentent des écarts qui sont assez significatifs dans des périodes très courtes et ils sont même parfois assez contradictoires. Alors, moi, je vois 2 facteurs explicatifs principaux. Tout d'abord, déjà, il faut savoir que ce sont surtout des économistes qui travaillent à la prédiction des évolutions de l'emploi et du travail. Eh bien, ils ont du mal à prédire tout simplement les innovations qui vont bouleverser le travail et l'emploi. Pour la bonne et simple raison qu'elles sont assez imprévisibles. Elles suivent pas une courbe linéaire de progression et il est difficile de savoir exactement quelles sont les innovations qui viendront percuter tel ou tel pan de l'emploi dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. En fait, pendant 50 ans, depuis les pères fondateurs de l'intelligence artificielle jusqu'à environ dans les années 2010, on a eu très peu d'innovations et c'était assez calme. On a eu quelques découvertes, mais ça s'est accéléré assez brutalement environ aux alentours de 2010 avec l'entrée dans le machine learning. Vous avez dû entendre parler du machine learning. Là, on a eu des innovations majeures qui ont surtout percuté le domaine de l'industrie. On a eu pas mal de robots, etc. On a eu des gains de productivité. Et là, on a déjà senti qu'il pouvait se passer quelque chose. Mais c'était pas à la même échelle qu'aujourd'hui. Après le machine learning, on a vite percé assez rapidement dans l'ère de ce qu'on appelle le deep learning. Bon, là, c'est un peu un pacte avec le diable qu'on a fait collectivement. On s'est dit, en fait, OK, avec le deep learning, on comprend plus rien comment l'IA fonctionne, mais les résultats sont impressionnants. Fair enough. On continue avec l'IA qui va nous proposer de résoudre des problèmes, d'exécuter des tâches aussi bien, voire mieux que l'humain dans toutes les dimensions qui sont des dimensions de perception. Observation, perception du textuel, perception de l'image, génération du texte, génération de l'image. Et puis, là, très récemment, 2017-2018, on a encore percé, on a crevé un nouveau plafond qui était imprévisible même pour les acteurs du champ, qui est celui du large scale learning. En fait, on est aujourd'hui en capacité de travailler sur des masses de données telles que les IA sont en capacité de produire des résultats hyper satisfaisants dans des domaines d'activité qu'on pensait être totalement inaccessibles à la machine. Et là, on pense évidemment aux questions qui touchent à la cognition. Et puis, encore une fois, on est sur les dimensions langagières et les dimensions perceptuelles. Alors, forcément, on retrouve en fait ces éléments-là dans les hypothèses des prospectivistes. Les hypothèses qui sont utilisées dans les rapports. Pendant un certain temps, on s'est dit, écoutez, on va prendre des référentiels emploi et on va plaquer sur ces référentiels emploi des critères que l'on pense être des facteurs de protection du travailleur qu'il peut posséder pour ne pas être automatisé dans le temps. Et qu'est-ce qu'on a mis ? Forcément, on a mis ce qui n'était pas routinier. Donc la flexibilité, l'adaptation, l'intelligence collective, l'intelligence sociale plutôt, et puis la créativité.
Et puis la dextérité fine. Voilà. En gros, c'était les qualités qu'il fallait avoir pour ne pas être automatisé. Et puis il fallait bien sûr les posséder. Et puis c'était posé de façon assez doctrinaire. D'abord par Frey Osborne que vous avez cité. Et puis ensuite ça a été repris par l'OCDE, par l'Europe, par les cabinets de conseil, etc. Et effectivement, on avait des niveaux de prédiction qui étaient assez importants quant aux possibilités d'automatisation. Et la plupart de ces gens-là se sont finalement trompés de bonne foi. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, l'OCDE, rapport 2023, nous dit il y a une grande progression des capacités de l'IA à travailler sur le domaine de la perception et sur le domaine de la cognition, ordonnancement des idées, structuration des idées, capacité de mémorisation, etc. Si bien que aujourd'hui, les travailleurs les plus menacés sont qui? Sont accrochez-vous, les managers, les directeurs généraux et les ingénieurs, donc tous les gens qu'on a lancés dans des trajectoires professionnelles, toute sécurité, ils ne risquaient rien, ils étaient créatifs, ils faisaient preuve de toutes sortes de compétences qui les prémunissaient d'une possible automatisation. Voilà. Et puis le deuxième point, ce que j'ai dit qu'il y en avait au moins deux, et le deuxième facteur qui fait que on se trompe beaucoup en prédiction, c'est que on doit adapter les méthodes. La première méthode était une méthode qui était référentiel contre référentiel. On prenait des référentiels métiers, on venait y plaquer en fait un référentiel de risque, celui que j'ai présenté juste avant. Puis on s'est dit finalement un peu plus tard, c'est sans doute pas comme ça qu'il faut fonctionner. On va décomposer les métiers en tâches et on va analyser tâche par tâche. Et puis on va plus essayer de prédire en chambre. On va poser la question directement aux travailleurs au travers d'enquêtes comme la DARES par exemple l'a fait, dans l'enquête conditions de travail. Et donc on a des résultats qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus proches du travail réel. Et là on a vu que de Frey Osborne qui prédisait un emploi sur deux en Europe menacé directement d'automatisation, on est retombé à peu près à 9% de haut risque et une quinzaine de pourcentage de risque de transformation. Il y a donc deux facteurs explicatifs à ces tergiversations statistiques. Le premier, c'est le caractère imprévisible de l'innovation et de ses impacts sur les usages. Et le second, c'est l'évolution méthodologique utilisée par les prévisionnistes et les prospectivistes. Oui, c'est super intéressant et c'est une thématique qu'on a déjà abordée dans ce podcast, à savoir que ceux qui étaient précisément épargnés par la menace de l'IA sont aujourd'hui ceux qu'on considère comme les plus menacés, et ça montre bien à quel point l'environnement bouge très rapidement et fluctue, comme vous le rappeliez. Et du coup, je vais me tourner vers les deux prospectivistes qui sont à nos côtés pour essayer d'un peu mieux comprendre les rouages du travail de ce métier. Comment on fait du coup concrètement pour anticiper les évolutions à venir? Est-ce qu'il faut accepter nécessairement, quand on fait de la prospective, de se tromper? Marc? Alors, je dirais qu'on a de la chance quand on fait de la prospective parce qu'on peut pas se tromper. En fait, l'objectif de la prospective, c'est d'orienter les décisions qui vont être prises aujourd'hui pour faire du futur ce qu'on souhaite qu'il soit. Donc, on a un avantage par rapport aux économistes qui essayent de faire de la prévision. Ils ont des modèles de calcul et on l'a vu, ils se trompent pratiquement à chaque fois. Nous, ce qu'on cherche à faire en prospective, c'est de construire différents futurs possibles sur la base d'une analyse du sujet pour aider les décideurs aujourd'hui à faire les choix qui vont leur permettre d'avoir la stratégie la plus robuste face à différents futurs possibles sur une question. Pour faire ça, d'une part, nous, à l'INRS, on travaille toujours avec des groupes pluridisciplinaires, avec des collègues de différentes disciplines en interne et puis des partenaires extérieurs pour avoir des visions vraiment différentes du sujet. Et puis, on procède en cherchant à bien définir le sujet et à identifier ce qu'on appelle le paysage prospectif, c'est-à-dire quelles vont être les variables déterminantes pour le futur de ce sujet. Et à partir de ce paysage, on étudie chacune de ces variables, on regarde comment elle a évolué pendant les décennies passées, et puis on fait des hypothèses d'évolution pour le futur. Donc ces hypothèses, ça peut être des hypothèses, en général il y a des hypothèses qu'on appelle tendancielles, c'est-à-dire on prolonge les courbes, et puis on fait toujours des hypothèses contrastées, on cherche quelles pourraient être les ruptures, par exemple, sur telle ou telle variable, et ensuite en assemblant ces variables, on construit des scénarios, et on raconte des histoires de futurs possibles, qui sont pas farfelus, qui tombent pas de nulle part parce que c'est le fruit de ces analyses des différentes variables. Et à partir de ces récits, on se projette en fonction de son métier. Donc nous, notre métier, c'est la santé au travail. Donc on essaye de voir dans ces histoires où sont les enjeux qui vont impacter la santé au travail pour qu'on puisse se préparer. L'idée, c'est d'avoir une vision un petit peu long terme parce qu'on est sur des métiers, nous, on a besoin de prévoir un peu les choses. Quand on fait de la recherche, on a besoin d'investir dans des équipements, de recruter des chercheurs, etc.
Et donc, il faut qu'on ait une vision des différentes orientations possibles à l'avenir pour prendre les bonnes décisions. Oui, c'est super intéressant cette distinction entre prévision et prospective. Je l'avais jamais vraiment vue de cette manière-là. Est-ce que vous aussi, Isabelle, vous avez cette même méthodologie de travail, à savoir travailler sur des variables, des hypothèses et puis finalement des scénarios? Comment ça se passe du côté de l'APEC, la prospective? Alors, on a travaillé effectivement avec une méthode de prospective exploratoire, c'est-à-dire qu'on a regardé, nous, le sujet qu'on cherchait à explorer, c'était celui de la relation au travail, qui était en fait, pour faire un petit retour en arrière, une commande en fait du conseil d'administration de l'APEC, qui avait souhaité, pour un séminaire de gouvernance fin 2022, avoir une perspective, une idée de ce que pourrait être la relation au travail en 2030. Et donc, effectivement, le travail qu'on a fait, c'est d'aller regarder quelles seraient les variables qui pourraient impacter la relation au travail. Et donc, on a fait une recherche assez systémique en essayant de regarder les aspects sociétaux, technologiques, économiques, législatifs, écologiques, bien évidemment, et en regardant tous les mouvements, les tendances et les faits qui pourraient donner une idée de ce que pourrait être l'avenir. Et donc, je me souviens des premiers travaux qu'on a fait, c'est qu'on avait fait des grandes pages de mind mapping accrochées au mur avec la relation au travail au centre et puis toutes les variables qui pouvaient arriver autour pour essayer justement de dessiner sous ces aspects et sous la multiplicité de ces aspects ce que pourrait être le travail en 2030. On s'était mis aussi cette perspective de 2030 parce que les choses bougent beaucoup, les choses bougent vite. On l'a vu avec 2 épisodes qui ont impacté la relation au travail dans ces dernières années. C'est d'abord la crise du Covid en 2019-2020 et puis l'arrivée des IA génératives en 2023. Donc on voit qu'on est quand même dans un monde et dans le monde de la relation au travail, dans des éléments qui sont extrêmement mouvants. Et donc on a choisi, nous, dans un premier travail, de se poster à 2030 et de se poster aussi dans ce qu'était la relation au travail justement post-Covid. L'ensemble de ces travaux nous a amené à faire émerger 14 tendances. On a choisi ces 14 tendances parmi l'ensemble des faits, mutations et changements qu'on a vus à l'horizon et qu'on a agencé, qu'on a rangé en 5 grands enjeux autour de la relation au travail, donc de l'aspect sociétal de la relation au travail, autour de l'aspect écologique, autour de ce qu'on a appelé la texcélération, c'est-à-dire effectivement l'arrivée de la technologie, de l'automatisation, de la robotisation dans les métiers et de la numérisation de la société. Et puis on a regardé les choses sous un angle économique, mais avec une vision un peu particulière. On a essayé plutôt de regarder ce qu'était l'économie et la montée de l'économie servicielle et la montée des GAFAM. Entre autres parce que les GAFAM avaient un investissement très très important dans la certification de compétences. Et donc du coup, on a regardé effectivement l'impact que ça pouvait avoir sur la relation au travail. Et concrètement, ça a donné quoi du coup, ce vaste travail exploratoire avec toutes ces tendances, ce mind mapping? De quoi est-ce que vous avez accouché finalement à l'APEC pour essayer de prédire et de prévoir le futur du travail? Alors, on s'est posé la question de comment montrer la somme des travaux qu'on avait réalisés et de pouvoir amener nos publics, donc des entreprises, des recruteurs, mais aussi des cadres et des JD, pour les amener à se questionner eux-mêmes sur les impacts des changements du travail dans leur propre job et sur leur propre parcours professionnel. Donc JD, oui, quand je parle de JD, dans notre jargon, on parle des jeunes diplômés. Et donc, on a choisi un format un peu particulier qui est celui d'une exposition, et donc d'une exposition immersive, puisqu'on a travaillé en fait avec une méthodologie classique de la prospective qui est le design fiction. Et donc, on a conçu une exposition qui est en 2 parties. Une partie qu'on a nommée Comprendre, qui est donc la présentation des 14 tendances qu'on avait fait émerger et qu'on a illustré avec un ensemble d'éléments pour bien expliquer ce qu'était cette tendance. Donc on avait des grands totems de 2 mètres de haut avec des podcasts, des vidéos, des articles de presse, des chiffres, des livres, etc. Et puis ensuite une deuxième partie qui était plus immersive, où on avait créé 4 scénarios de prospective. Donc 4 scénarios de situations de vie au travail possibles et crédibles à l'horizon 2030. Oui, ce qui est intéressant, c'est que vous avez personnifié, vous, ces anticipations en utilisant presque des avatars de personnes à l'horizon 2030. Alors, je me rappelle plus des prénoms, mais ça va être par exemple Stéphanie en 2030. Comment est-ce qu'elle travaille? Vous avez un des scénarios qui se concentre sur l'IA. Qu'est-ce que ça donne, justement, ce scénario-là, côté APEC? On a imaginé effectivement
4 personnages qui s'appellent donc Élodie, Mathis, Thierry. Pas non, c'est Élodie. Donc Élodie, Mathis, Aurélie et Thierry. Donc 4 situations possibles à l'horizon 2030. Et autour d'intelligence artificielle, on a choisi en fait Élodie. Alors Élodie, elle travaille avec des robots. Élodie, elle était aide-soignante. Et puis avec l'arrivée de la robotique dans le médical et la poussée de l'intelligence artificielle générative, ça a amené effectivement à développer dans son univers des robots au quotidien dans son travail. Et Élodie, elle raconte dans son scénario qu'en fait, elle a été obligée elle-même d'évoluer, donc ses compétences sont évoluées. Et elle s'est dit, avec l'IA générative, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que du coup, je laisse passer le train et au final, est-ce que ça va avoir un impact sur mon métier, sur ma façon de travailler ? Et dans son univers en 2030, elle s'est dit finalement, voilà, je me forme. Donc je me forme avec différents outils. Puis finalement, d'aide-soignante, elle devient superviseur de robots. Et donc, elle a une flotte de robots avec laquelle elle travaille, qu'elle personnalise en fonction des résidents qu'elle a dans son EHPAD et qui vont aller pousser dans le scénario jusqu'à aller, à partir de reconnaissance faciale avec une intelligence artificielle, pouvoir voir si un patient va bien, pas bien, s'il est en souffrance et alerter à ce moment-là le personnel médical. Il va aussi amener des médicaments, il va tenir compagnie, il va créer des activités avec les personnes âgées dans cet EHPAD. Marc, j'imagine que ça doit vous inspirer parce que vous êtes spécialisé des questions liées à la santé, donc c'est un scénario qui recoupe, j'imagine, un petit peu vos recherches. Quelle conclusion, vous en êtes arrivé après tout ce travail de prospective que vous avez effectué à l'INRS ? Oui, ça nous parle beaucoup, ce que vient de décrire Isabelle Gire. On a également, dans le dernier exercice qu'on a conduit sur le travail en 2040, eu recours au design fiction pour aussi dessiner des profils d'entreprises et de travailleurs de 2040. Et on a effectivement aussi des histoires dans ce secteur de l'aide et du soin à la personne, parce que c'est un secteur, là on peut faire des prévisions, parce qu'on parle de démographie, le vieillissement de la population, c'est quelque chose d'inéluctable, donc on sait que les besoins vont être énormes. Et par ailleurs, c'est le secteur en France où la sinistralité, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont les plus nombreux, avec des résultats qui sont au-dessus d'un secteur comme le BTP, par exemple. Donc c'est un sujet de préoccupation qui justifie effectivement qu'on se penche sur ces questions, qu'on essaye de réfléchir à quel est le potentiel des nouvelles technologies appliquées à ce secteur qui est caractérisé quand même par une dimension de relation humaine à la personne qui est à part entière une composante de la compétence professionnelle. Donc, ça pose des questions. Après, nos conclusions sur la question de l'IA et des technologies, c'est qu'il nous semble absolument déterminant de pouvoir impliquer les travailleurs, les chefs d'entreprise, les faire monter en compétences sur ces questions de technologie pour qu'ils puissent en débattre, pour qu'ils puissent comprendre que l'introduction de ces technologies dans leurs entreprises ont un impact sur l'organisation du travail. Le historien des technologies américain Kranzberg, il disait les technologies, elles sont ni bonnes ni mauvaises, mais elles sont pas neutres. Et c'est le pas neutre qui nous intéresse, c'est-à-dire faire comprendre aux acteurs que introduire des systèmes d'IA, introduire de la robotique sur des lignes de production, etc., ça transforme le travail. Et donc, ça nécessite d'être fait de manière constructive dans un dialogue avec les travailleurs, qui sont les experts de leur travail. Et je pense que les efforts de formation, etc., ils doivent notamment viser les petites structures qui n'ont pas les mêmes moyens que les grandes entreprises qui peuvent développer des outils sur mesure, qui ont les compétences en interne pour se les approprier, etc. La petite entreprise, aussi bien du côté employeur que du côté salarié, elle est un petit peu démunie et elle est très dépendante d'un marché de solutions. Et on va lui vendre des solutions sur étagère qui sont pas forcément adaptées à son activité. Donc ça, c'est un vrai point de vigilance. Et puis, il y a une autre cible pour les actions de formation, c'est les développeurs de ces outils. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des outils qui arrivent par un canal technologique et qui ont été développés par des gens qui ne sont pas familiers des questions de santé au travail. Et donc, on voit des choses qui nous posent un certain nombre de problèmes et les entreprises subissent ça parce qu'elles ont acquis des outils ou des technologies qui ont été conçus indépendamment de ce que c'est que la réalité de l'activité dans leur entreprise.
Jean, vous, en tant que sociologue, vous avez étudié sur le terrain des intégrations de systèmes d'IA qui se sont pas toujours faits justement en collaboration avec les travailleurs. J'imagine que même si votre métier n'est pas de faire de la prospective au sens propre, cette observation du terrain vous a permis de tirer des grandes tendances aussi. Et si oui, du coup, quelles seraient-elles ? On peut observer qu'il y a un lien très étroit entre ce qu'on pourrait appeler le facteur de productivité de l'IA, donc sa propension à exécuter une tâche de manière satisfaisante dans un temps donné, et aussi l'organisation et la sensibilité de l'organisation à la productivité et aux lois du marché économique. De fait, quand on observe une IA qui a un facteur de productivité assez réduit dans une organisation de type institution publique qui n'est pas soumise aux lois de la productivité court-termiste, on va observer finalement des usages qui sont assez peu impactés. On va observer, par exemple, dans le cas d'un chatbot interne, où on va pouvoir aller chercher de l'information, communiquer avec CRH ou depuis l'extérieur d'une institution, par exemple une mairie, vers l'intérieur pour accéder à ces services, ou alors une assistance à l'écriture de mail ou détection d'anomalies juridiques dans une offre d'emploi, ce genre de choses. Finalement, ça passe relativement inaperçu. Ça vient se greffer à un arsenal technologique, à l'environnement socio-technique du professionnel. Et puis c'est un outil parmi les autres. On le détecte même pas comme vraiment étant une intelligence artificielle ou comme un problème. C'est un outil qu'on utilise ou non, qui est plus ou moins pertinent. Par contre, dans le cas où on est face à une intelligence artificielle qui a un facteur de productivité élevé, dans une organisation qui est sensible en fait aux questions de productivité, de rentabilité, là on va pouvoir observer un impact évidemment plus important. On va nous parler dans Laboria de conflits de rationalité à cet endroit-là, entre d'une part les gestionnaires qui vont avoir cet objectif d'efficacité, de rentabilité d'une manière ou d'une autre, et puis ça peut être aussi des objectifs de sécurité, etc. Les gestionnaires ne visent pas uniquement la rentabilité, mais ont des perspectives qu'on peut catégoriser dans un ensemble d'indicateurs de performance, et la rationalité du travail qui, quant à elle, renvoie davantage au sens qu'on met dans son travail, l'objet de son travail, dont on tire parti au travers de la reconnaissance, voilà, au travers du collectif, et ça va être souvent percuté. Alors, si jamais on tire un petit peu le fil et qu'on va vers les IAG, les IA génératives, et qu'on se pose un peu la question de ce qui peut se passer en termes de tendance une fois qu'on a dit ce que je viens de dire, bien, on peut quand même, sur la base des enquêtes qui ont été faites notamment par l'OCDE et des signaux faibles qu'on peut en tirer, l'OCDE, mais pas uniquement, hein, il y a pas mal de travaux qui ont été faits aux États-Unis, notamment par le MIT, et qui nous prédisent un impact significatif sur les managers, les dirigeants, les ingénieurs. Ils prédisent aussi qu'il va y avoir ce qu'on peut appeler un lissage des compétences. Et ça, c'est particulièrement impactant. Le lissage des compétences, c'est que pour la première fois, on observe des tâches réalisées par l'IA qui s'appuient sur de l'expérience accumulée, qui peut en fait faire l'objet d'un certain nombre de données sur lesquelles elle va s'entraîner. Jusqu'à présent, on considérait que l'expérience d'un professionnel était quelque chose qu'on ne pouvait pas automatiser. Pour plein de raisons, mais notamment parce que, en fait, l'expérience, on peut difficilement la formuler. C'est des choses tacites, incorporées, etc. Or, certaines IAG vont puiser dans les données d'entreprise et vont être en mesure de détecter, en fait, des patterns, des motifs qui vont être reproductibles et qu'on va pouvoir passer, en fait, d'un agent expérimenté à un agent peu expérimenté. Si bien que, très rapidement, quelqu'un qui vient d'arriver, qui a 1 an, 2 ans d'expérience, va pouvoir montrer des aptitudes quasiment similaires à quelqu'un qui a plusieurs années d'entreprise et une expérience déjà bien avancée. Alors, les impacts sur le travail, c'est la première dimension et sans doute la plus imminente. Imaginez un cadre, 45 ans, qui a construit sa légitimité professionnelle et son identité autour de sa capacité, par exemple, à être précis dans une écriture complexe en fonction d'interlocuteurs divers, qui va être aussi reconnu pour sa capacité d'écriture, d'analyse, sa façon d'ordonnancer ses idées, sa précision dans sa façon de penser. Tout cela, il l'a acquis au travers d'un long effort tout au long de sa vie. Il s'est forcé de travailler ces qualités là. Eh bien, du jour au lendemain, le stagiaire, je suis désolé pour tous les stagiaires qui nous écoutent, je les prends comme archétype. On les embrasse. On les embrasse, je les prends comme archétype du débutant dans l'entreprise. Sachant manipuler correctement une IAG, va pouvoir présenter, pas tous, mais certains attributs de l'expérience et pouvoir jouer sur les plates-bandes de celui qui est expérimenté. Là, il peut y avoir des sentiments de déclassement très forts que on peut anticiper, en tout cas poser dans le giron de la prospective.
Ça, c'est une première chose, on va dire, dans le champ du travail, une forme de placardisation liée aux zones de légitimité, au travail sur l'identité. Donc, il faut absolument se méfier et travailler en prévision, en anticipation. C'est ce que je dis souvent aux RH, aux DRH qui travaillent justement sur l'accompagnement des carrières des travailleurs. Attention, n'attendez pas que ça soit déjà passé, n'attendez pas d'être en réaction par rapport à ce phénomène, parce qu'il y a de fortes chances qu'il arrive, et quand il arrivera, les gens seront déjà sans doute démobilisés, sans doute le sentiment de déqualification qui peut être adossé à ce type de phénomène-là peut être très puissant. Donc, il faut essayer de s'en prémunir un maximum. Et puis, là, j'ai parlé au niveau du travail. Au niveau de l'économie plus généralement et de l'emploi, ce qu'on peut identifier comme tendance au travers de différents signaux faibles, c'est que des pans entiers de l'activité vont être percutés. Ils le sont déjà actuellement. Et notamment les producteurs de différents types de contenus, qui sont des producteurs pour des grands groupes, par exemple. Je suis une entreprise, ça peut être avec beaucoup de salariés, une entreprise de rédacteurs SEO. SEO sont les textes qui vont permettre d'améliorer le référencement sur Internet. Les traducteurs, les graphistes, les développeurs web, etc., qui aujourd'hui, en fait, généralement proposent leurs services avec un tarif journalier, se voient challengés par leurs clients historiques qui viennent les voir en leur disant « Mais attendez, là, vous me demandez 3 jours pour faire cette page web, mais je suis désolé, mais là, en fait, on a un concurrent qui vient d'arriver et qui fait quelque chose de satisfaisant pour 4 fois moins de temps. » Imaginez les doubleurs aujourd'hui, les comédiens qui travaillent dans ce secteur-là. En fait, il y a eu tendanciellement des secteurs du marché dont l'activité repose sur leur capacité de production linguistique, graphique, audiovisuels qui sont potentiellement vraiment mis en difficulté, et donc il faut repenser en fait leur valeur ajoutée, la décaler sans doute davantage vers des dimensions de conseil, de stratégie, mais c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas les mêmes formations, etc. Donc repenser aussi les modes de recrutement. D'un point de vue emploi et d'un point de vue travail, on est sur des perturbations qui sont massives, de grande nature, et quand vous parliez en introduction d'hystérie, je pense qu'elle se traduit à ces endroits-là particuliers. Si on commence à considérer que mes employés qui hier faisaient du graphisme aujourd'hui vont devoir faire du conseil au graphisme, est-ce que je recrute les mêmes personnes ? Oui, on a beaucoup parlé de ces questions, notamment de reconnaissance et de rattrapage dans des épisodes précédents avec Muriel Popa-Fabre. D'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter, puisqu'elle nous parlait d'une étude faite sur des consultants et l'utilisation de ChatGPT qui montrait que les consultants juniors étaient en mesure de rattraper très rapidement les consultants de niveau moyen, et qu'au final, il y avait ce lissage qui était observé dès aujourd'hui. Donc, c'est super intéressant de voir à quel point... par le BCG. Exactement, par le BCG, c'est ça. J'ai dîné avec François Candelon avant-hier, et qui est le directeur de la recherche au BCG, et qui tenait exactement ces propos-là en disant ce que je suis en train de vous dire là, c'est il faut absolument travailler à cette forme d'adaptation au niveau des organisations pour qu'elles puissent absorber le plus vite possible les transformations technologiques, pour avoir le moins de retard, le moins de dette technologique, ce qui leur permettra peut-être en fait de s'aligner face à des concurrents plus agiles qui n'auront pas en fait de dette de valeur ajoutée, de construction de modèles économiques. C'est passionnant, merci beaucoup. Là, depuis le début, on parle d'un horizon de prospective à 2030 pour l'APEC, 2040 pour l'INRS. Est-ce que ce serait sérieux, envisageable de s'exercer à une prospective plus lointaine, par exemple 2050, 2100, etc. Est-ce que c'est possible? Et si oui, qu'est-ce qu'on pourrait envisager, Isabelle? Au vu des changements et de la rapidité de certaines évolutions, oui, on peut toujours faire l'exercice de prospective. Après, est-ce que ce serait crédible et est-ce que ce serait un élément suffisamment solide pour aider les entreprises à anticiper? Je ne sais pas. Ce qui est clair aujourd'hui, ce qu'on commence nous à regarder, c'est qu'en fait, on a quand même des chocs importants qui nous arrivent aujourd'hui et dès 2030, 35, 40, ne serait-ce que, comme le disait Marc tout à l'heure, le choc démographique, le vieillissement de la population qui est quand même une tendance extrêmement lourde qui va beaucoup impacter les entreprises à l'avenir, le choc climatique, bien évidemment aussi, parce que comment travailler demain avec une planète à plus de degrés, quel bureau imaginer, comment imaginer, et là c'est à horizon très court, mais ça va demander aux entreprises dès maintenant de se poser en anticipation pour savoir comment elles vont proposer une nouvelle manière de travailler aux entreprises. Donc pour moi, je pense que ce serait effectivement utopique, mais le travail de prospective a aussi cette capacité d'imagination et intellectuellement, ça reste de toute manière extrêmement intéressant. Marc, qu'est-ce que vous en pensez de cet horizon plus lointain? Et je rajoute une sous-question parce qu'elle m'intrigue particulièrement, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer au travail de prospective l'idée d'un signe noir, c'est-à-dire d'un événement complètement inattendu et sous-entendu, effectivement, le travail de prospective, ça peut pas nécessairement être simplement de regarder dans le passé pour prédire le futur. Donc, comment est-ce qu'on pourrait potentiellement faire ce travail-là?
Alors, sur la question du choix de l'horizon temporel des exercices de prospective, c'est très lié au sujet qui nous intéresse. Quand on est sur un sujet comme l'IA technologique, dans une période où les innovations s'accélèrent très fortement, c'est compliqué d'avoir une projection trop lointaine. Parce que ça bouge vite, parce que les organisations ont besoin de prendre des décisions maintenant face à ces changements. Donc, il faut leur donner des visions qui soient quand même exploitables. Là, en ce moment, on est en train de travailler sur un sujet sur la démographie, justement. On a pris un horizon à 2050 parce qu'il y a une telle inertie dans la démographie qu'on a déjà suffisamment d'éléments pour nourrir nos hypothèses à 2050. Et si on veut avoir justement un peu d'incertitude, un peu de variété, il faut prendre un horizon assez éloigné pour faire jouer les variables de maintien dans l'emploi des seniors, d'évolution de l'emploi des jeunes, de niveau de taux de population de travailleurs immigrés qu'on va intégrer ou pas. Et c'est là qu'on va pouvoir avoir un peu d'incertitude et de variété. Concernant la deuxième question sur les signes noirs, alors les signes noirs, c'est un concept qui a été développé par un statisticien qui s'appelle Nassim Taleb et qui désigne des événements très improbables mais à fort impact. Donc l'archétype du signe noir, c'est le 11 septembre 2001, qui n'avait pas du tout été anticipé mais qui était sans doute pas anticipable et qui a eu derrière des conséquences énormes. Alors sur la question de l'IA, je dirais que c'est pas incompatible c'est toujours même très utile de regarder quand même ce qui s'est passé par le passé, parce que une des ruptures qui pourrait arriver dans les années à venir, c'est de connaître un nouvel hiver de l'IA, comme on en a eu dans le passé. C'est-à-dire une période où les financements, les développements ou les avancées technologiques, pour une raison X ou Y, ralentissent fortement ou s'arrêtent. Et ça paraît improbable aujourd'hui dans le contexte actuel, mais il y a dans le passé suffisamment d'exemples qui montrent que c'est pas impossible. Et quand on analyse le paysage de manière un peu systémique, on voit qu'il y a un certain nombre d'obstacles ou de murs possibles qui pourraient remettre en cause les développements actuels, ne serait-ce que des limites environnementales, par exemple. Parce que les systèmes d'IA actuellement, ceux qui ont le vent en poupe, ils sont extrêmement consommateurs de ressources, d'énergie, et on ne pourra pas développer des outils qui nécessitent de telles capacités pour être entraînés sur tous les domaines. Donc, à un moment, on doit pouvoir aussi dessiner des limites ou des fins possibles à certains développements. C'est passionnant cette question des limites planétaires qui va potentiellement rentrer en conflit avec les limites de l'IA, mais ça fera certainement l'objet d'un autre épisode. Donc merci à tous les trois, merci Jean, merci Isabelle, merci Marc. C'est déjà la fin de cette série de podcasts Laboria, mais je vous dis à très bientôt pour la suite.